Je m'appelle Florie Marie, je suis anciennement anti-nucléaire et aujourd'hui je suis pas anti-nucléaire. Florie Marie, première. Je dis pas pro-nucléaire. C'est trop difficile. Non, c'est compliqué de passer de l'un à l'autre comme ça, puis justement je me considère pas comme pro-nucléaire, je me considère comme pas anti-nucléaire. Vous étiez salarié d'Europe Écologie Les Verts, vous aviez un fort engagement écolo anti-nucléaire. J'étais permanente, j'étais militante, j'ai été adhérente même des Jeunes Verts et après d'Europe Écologie Les Verts. Et au départ, oui, j'étais complètement convaincue que le nucléaire, c'était pas bien, que c'était dangereux, que ça pouvait tuer des gens, qu'une centrale pouvait exploser du jour au lendemain, qu'on n'était pas prêt, et en fait, qu'il y avait un danger extrême autour du nucléaire. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait effectivement un danger, mais qu'il était limité. Donc, en fait, il y a un risque, mais ce n'est pas un danger, vu qu'il est encadré et qu'il y a des personnes qui sont compétentes aujourd'hui, qui travaillent dans des centrales nucléaires, et ça ne peut pas exploser comme ça du jour au lendemain. Revenons à votre parcours, indépendamment de la bombe, sur l'énergie nucléaire. Sur l'énergie nucléaire. Vous étiez farouchement contre. Ouais. J'étais farouchement contre, je pensais que c'était super dangereux, que ça pouvait exploser tout le temps et tout. Et puis, j'ai quitté les Verts en 2017, enfin j'ai quitté mon travail chez les Verts en 2017. Et j'ai rejoint, quelques mois plus tard, j'ai rejoint le Parti Pirate. Qui est une petite organisation politique qui est implantée dans plein de pays partout dans le monde et qui, en France, a une petite existence. Et au moment où je suis arrivée là-bas, ils avaient un positionnement qui était très proche du positionnement d'Europe Écologie Les Verts sur la question nucléaire. Ils étaient totalement opposés aussi dans le programme. Donc je suis restée chez eux pendant 2 ans. Enfin, je suis restée chez eux jusqu'en 2023, au Parti Pirate jusqu'en 2023. Et en 2019, on a fait la campagne des Européennes. Et après la campagne des Européennes, on savait qu'on avait besoin de lancer un travail de réflexion autour de la question nucléaire parce qu'il y avait des dissensions en interne dans le parti. Alors c'est un petit parti, donc des dissensions en interne, il y avait 10 personnes qui étaient contre et 10 personnes qui étaient pour. Hein. Ça reste quand même assez petit. Mais il y avait quand même il y avait un vrai débat qui se créait. Il y avait des gens qui étaient farouchement opposés et puis il y avait des gens qui étaient pas du tout farouchement opposés, plutôt favorables à l'énergie nucléaire, donc plutôt pro-nucléaire et anti-nucléaire. Donc on a commencé à débattre de ce sujet-là. On a organisé une conférence, on a fait venir l'ancienne responsable de la commission énergie des Verts, justement, et François-Marie Bréon, qui lui est plutôt un vulgarisateur sur la question énergétique, justement, et plutôt pro-nucléaire. Et donc on les a fait débattre tous les deux, c'était super intéressant. Et puis on a eu toute une discussion, il y a eu des centaines de messages qui ont été publiés, qui ont été envoyés par plein de gens. Et à la fin, on a eu un vote dans le parti pour déterminer si on était, quelle ligne politique on allait choisir, quelle orientation on allait prendre. Alors vous-même, donc du coup, vous avez basculé à ce moment-là? Non, moi j'ai basculé, moi je suis très... J'aime beaucoup regarder des séries. J'aime beaucoup regarder des séries, des films et tout. Et il y a une série qui m'a fait basculer. C'est une série qui m'a fait basculer, en fait, plus que le débat. Parce que le débat, il était intéressant, mais c'est surtout la série que j'ai regardée à peu près à cette période-là, qui s'appelle Tchernobyl. C'est une série de la BBC, je crois, ou enfin une série anglaise, qui est très intéressante et qui m'a, moi, permis de prendre énormément de recul sur les raisons pour lesquelles j'étais complètement anti-nucléaire. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que la raison pour laquelle il y a un risque nucléaire, c'est parce qu'on a des choix politiques qui sont faits à certains moments dans la conception de la centrale jusque dans la gestion de la centrale. Et en fait, le plus grand danger, le plus grand risque qu'il y a autour de l'énergie nucléaire, c'est l'humain. Et c'est la politique, en fait. C'est surtout la politique. Donc aujourd'hui, plus qu'au moment où on a pris cette décision en 2019, aujourd'hui, on a
on a un plus grand danger, on a un plus grand risque nucléaire aujourd'hui parce que justement au niveau politique, au niveau mondial, on est dans une instabilité permanente et donc oui, aujourd'hui il y a un danger, mais c'est un danger qui peut être maîtrisé si on arrive à se mettre d'accord sur le fait que les centrales nucléaires, elles sont quand même là pour nous donner de l'énergie et c'est des endroits qu'on doit protéger et qu'on doit gérer démocratiquement. Oui, mais il y a eu Fukushima quand même. Là, c'était pas le risque humain. En fait, si. Si. Fukushima, j'ai lu, après je lis aussi beaucoup de rapports sur tout ce qui se passe un peu partout, mais j'ai lu un rapport qui expliquait qu'il y avait des alertes qui avaient été lancées avant 2011, donc avant cette catastrophe qui est liée à l'environnement. Il y a eu une série de rapports qui ont été faits sur la conception de Fukushima et il y a eu des recommandations qui avaient été faites par rapport à la conception avant même que l'usine que la centrale soit construite, qui disaient qu'il fallait faire attention justement aux risques de tremblements de terre et de tsunamis, qui sont tout le long de la côte. Et donc la centrale qui a été conçue là-bas à Fukushima, cette centrale-là, elle était de base très mal conçue, tout comme la centrale de Tchernobyl était très mal conçue, et c'est la raison pour laquelle la centrale de Tchernobyl a sauté. Ça, plus le fait que les humains qui la géraient n'étaient pas compétents pour la gérer. Mais donc la centrale de Fukushima, elle était très mal conçue au départ, elle n'était pas conçue pour faire face justement à un tsunami. Et il y a une centrale juste à côté qui fonctionnait aussi à ce moment-là, et qui, elle, par contre, n'a pas provoqué de dégâts, n'a pas été impactée par le tremblement de terre ou le tsunami, et pourtant, ça reste une centrale nucléaire aussi, juste qu'elle a été conçue différemment. Donc Fukushima, oui, il y a le climat, il y a l'environnement, il y a le tremblement de terre, le tsunami derrière qui a fait que la centrale a été complètement noyée, mais à la base, il y a aussi la conception qui n'était pas respectueuse des normes qui avaient été mises en place et qui n'était pas respectueuse des recommandations qui avaient été faites à l'époque. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur cette position que j'avais moi, qui était le nucléaire c'est dangereux, ça peut sauter à tout moment, où je me suis dit en fait non, le nucléaire oui, c'est dangereux, mais ça ne peut pas sauter à tout moment. Ça peut sauter seulement si l'humain qui est à la manœuvre fait n'importe quoi. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. L'humain à la manœuvre fait n'importe quoi. Il y a quand même la question délicate des déchets, indépendamment de l'explosion d'une centrale nucléaire. Et ça a été très souvent mis en avant comme étant une des raisons fondamentales pour être anti-nucléaire à cause de la gestion des déchets, des générations et des générations qui auront à les subir, etc. Il y a une gestion contrôlée des déchets aujourd'hui, ils sont enfouis, mais on sait qu'ils sont enfouis à cet endroit-là et puis ils sont correctement gérés. Ça fait partie des sujets. Moi, encore une fois, c'est pour ça aussi que je ne dis pas que je suis pro-nucléaire à fond, parce que ça fait partie des sujets, justement, les déchets nucléaires. Mais il y a une gestion quand même importante. Enfin, il y a une vraie réflexion sur la gestion des déchets de la part de, notamment, Orano. Qui gère une partie de ces déchets à La Hague. Orano, c'est l'ancien nom, enfin le nouveau nom de la Cogema, c'est ça? Ouais, c'est le nouveau nom de la Cogema qui est entre-temps devenu Areva, qui depuis est devenu Orano. Mais ça a changé aussi, il y a plein de choses qui ont changé dans l'organisation, mais oui, c'est le leader en matière d'extraction et de gestion globalement de l'uranium en France et dans le monde d'ailleurs. Et donc oui, il gère une partie des déchets. Alors, il ne gère pas l'exploitation des centrales nucléaires, mais il gère après l'acheminement des déchets jusqu'à soit La Hague, soit Bure, où ça finit en définitive. Sur la question du nucléaire, vous voulez être pragmatique, c'est-à-dire hiérarchiser les priorités, hiérarchiser les dangers, et vous dire que finalement, si on veut faire quelque chose, c'est un moindre mal, c'est ça l'idée? Pour moi, l'urgence, elle est climatique. Clairement, on a un changement aujourd'hui climatique. On a des changements de température qui sont monstrueusement dangereux pour la biodiversité, pour l'humanité, mais pour moi, c'est la biodiversité avant tout. Et pour moi, on est dans une urgence aujourd'hui où il faut qu'on réduise le plus possible notre production de dioxyde de carbone et notre production de déchets. La question des énergies renouvelables, c'est bien.
mais ça ne suffit pas pour produire de l'énergie en suffisamment grande quantité pour pouvoir répondre à tout le monde. Et on a quand même besoin d'énergie. On va pas... Enfin, je vais utiliser l'argument que tout le monde utilise contre les écolos. On va pas retourner dans des grottes à vivre avec des bougies. C'est pas possible. C'est un argument que j'aime pas du tout parce que quand j'étais chez les écolos, je l'entendais et je supportais pas. Et c'est vrai que c'est un mauvais argument, mais en l'état, on peut pas se permettre de retourner sur une énergie fossile. Parce que quand on dit le retour à la bougie, en fait, ce qu'on dit derrière, c'est on peut pas rouvrir des centrales à charbon, rouvrir des centrales à pétrole parce que c'est beaucoup trop polluant et beaucoup trop dangereux. Oui, ce mais qu'ils font en Allemagne. Oui, on entend en revanche la plupart des mouvements à tendance écolo, soit pur et dur, soit un peu moins, dire oui, mais il faut développer les énergies renouvelables, mais comme un mantra, comme quelque chose qui n'est pas forcément ancré dans la réalité tangible, possible à brève échéance. C'est ce que je disais aussi, ouais. Mais oui, c'est vrai, ce serait bien, ce serait génial si on pouvait développer des énergies renouvelables magiques qui pourraient d'un coup produire énormément d'énergie de nuit et sans vent. Ce serait trop bien. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a une énergie à notre disposition qui nous permet de produire de l'énergie en très grande quantité avec une production de dioxyde de carbone très très basse et avec une production de déchets qui est beaucoup moindre finalement que celle qui est produite, que le nombre de déchets produits par l'énergie même renouvelable en fait. Et finalement, on s'en sert, enfin on refuse, enfin en fait, non, on s'en sert, mais des gens refusent de s'en servir parce que Tchernobyl, parce que Fukushima, parce que, alors que ces deux événements ou Three Mile Island, c'est une centrale aux États-Unis en 1979 qui avait eu une fuite. Celle-ci, pour le coup, là, ça, c'était un risque et c'était quelque chose qui était lié pour le coup, à l'énergie à proprement parler. Cet événement-là, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, cet événement-là, il pourrait être un bon argument antinucléaire. Pour moi, c'est peut-être le meilleur argument antinucléaire. Mais on en parle très peu. Par contre, on ressort, à qui veut l'entendre, Tchernobyl et Fukushima. Probablement Tchernobyl parce que c'est beaucoup plus proche et probablement Fukushima parce que c'est beaucoup plus récent. Et puis les deux sont plus récents d'ailleurs que Three Mile Island. Mais du coup, on a beaucoup appris depuis ces trois événements. On a appris par rapport à Three Mile Island que y avait des techniques qu'on ne pouvait pas utiliser et qu'il fallait changer certaines technologies. On a appris par rapport à Tchernobyl qu'il ne fallait pas utiliser des produits de basse qualité pour concevoir des réacteurs nucléaires parce que c'était beaucoup trop dangereux. Et on a appris par rapport à Fukushima qu'il fallait mieux respecter les recommandations qui étaient faites par les experts dans la conception de la centrale pour éviter justement de se retrouver avec ce qui s'est passé à Fukushima. Donc on apprend en fait, et c'est sûr que c'est grave, à chaque fois ce qui se passe c'est grave, mais on apprend aussi avec les énergies renouvelables, on apprend aussi avec les énergies fossiles, que ça produit énormément de dioxyde de carbone, qu'il faut éviter d'en produire le plus possible. Mais du coup on apprend de nos erreurs et ça nous permet aussi d'avancer, de concevoir aujourd'hui des réacteurs qui sont beaucoup plus puissants, comme les EPR, ou beaucoup plus petits aussi, et qui pourraient être conçus un peu partout. Alors, je me souviens plus, j'ai pas envie de dire une bêtise, c'est les SMR. Les small modulables réacteurs, là c'est modular réacteurs, les petits réacteurs qui peuvent être construits dans les petites villes, enfin à proximité des habitations pour justement produire de l'énergie en quantité suffisante pour les villes. Est-ce que vous pensez que ce revirement qui est le vôtre est un cas très isolé ou que finalement c'est une forme d'évidence qui va s'imposer peu à peu? Je pense que c'est pas isolé. Mais je pense qu'au fur et à mesure, effectivement, on ne peut pas être dans ce paradoxe-là, en fait. On ne peut pas dire on veut lutter pour l'environnement et faire en sorte de lutter contre le changement climatique et en même temps s'opposer à la seule énergie qui aujourd'hui nous permettrait de lutter efficacement contre le changement climatique tout en conservant un certain cadre de vie. C'est-à-dire que si on n'utilise pas aujourd'hui l'énergie nucléaire comme une aide précieuse pour la lutte contre le changement environnemental et pour le climat globalement, on ne pourra pas atteindre l'objectif de baisser la température et de sauf à être ultra décroissant, mais est-ce possible? Et voilà, c'est ce que j'allais dire, sauf à justement retour à la bougie, quoi. Ouais. Mais je pense pas que ce soit possible et je pense pas que ce soit souhaitable. Justement, on a besoin de vivre en société. On pourra jamais avoir chacun son lopin de terre parce que je les entends aussi pas mal d'écologistes qui disent oui, retour à la terre, il faut cultiver son jardin et tout. C'est bien joli, Voltaire en puissance, quoi, mais
Mais à un moment, on ne peut pas tous avoir un petit jardin à cultiver, déjà parce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout cultiver. Moi, la première, hein, moi, vous me donnez une plante, elle est morte au bout de 2 semaines. J'adore l'environnement, mais les plantes, ce n'est pas mon truc. Et il y a plein de gens qui sont incapables de cultiver, ce n'est pas leur métier, c'est un métier. Et même d'ailleurs, pour ce métier-là, il y a besoin d'énergie, justement. Et on a besoin d'énergie pour l'agriculture, pour se nourrir, on a besoin d'énergie. Et on ne pourra pas affronter le changement climatique et la crise environnementale dans laquelle on est en train d'entrer, on est déjà entré, et la crise politique dans laquelle on est aujourd'hui, sans avoir à notre disposition une énergie fiable. Et les panneaux solaires et les éoliennes, c'est bien joli, mais la nuit sans vent, vous n'avez pas d'énergie. Donc à un moment... soit on diminue notre population, et c'est possible aussi, on peut aussi dire, on arrête de faire des enfants, on essaye de rationaliser le plus possible la population et de diminuer notre besoin en énergie, parce que c'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Mais pour moi, c'est une aide dont ce serait bête de se passer. Donc je pense effectivement qu'il y a à un moment une réflexion qui doit avoir lieu, et que si on veut vraiment aller dans la bonne direction, et les jeunes vont beaucoup nous aider, de plus en plus de jeunes ont cet avis, cette position-là, parce que en fait, je pars du principe, je pense que la plupart d'entre nous qui avons cette position antinucléaire, on est très impactés par Tchernobyl, parce que c'est arrivé en 86, moi c'était 1 an avant ma naissance, et c'est arrivé à un moment où il y a plein de gens qui aujourd'hui sont engagés en politique, ils étaient en vie, ils étaient bien vivants, ils n'étaient pas encore engagés, et ça a généré un engagement antinucléaire en fait. Les jeunes aujourd'hui, ils sont nés, alors effectivement il y avait Fukushima, mais ils sont nés aussi avec cette idée-là aussi de changement climatique et de nécessité d'affronter le changement climatique. Et l'énergie nucléaire, ils le savent de plus en plus, et ils sont de moins en moins dans ce dogme-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un esprit critique, alors malheureusement pas suffisamment, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont un esprit critique et qui vont du coup considérer l'énergie nucléaire dans le mix énergétique et envisager cette énergie comme une énergie plutôt écolo-compatible. Si on se résume quand même, une militante de gauche, écolo, pour l'environnement, anti-nucléaire, parti pirate, limite libertaire, qui tout à coup devient, ok, pas pro-nucléaire, mais qui n'est plus anti-nucléaire, mais c'est une aubaine pour les partisans, c'est une prise de guerre. Et en revanche, dans votre camp initial, vous êtes une traître, vous êtes je pense, renégat. Intimement, comment on vit ça? De passer à l'ennemi? J'ai pas forcément gardé beaucoup de contact avec les Verts. C'est pas... Je suis partie et j'ai gardé des contacts avec certaines personnes, mais après c'est une idée, donc on n'est pas en désaccord total non plus sur tout le reste, mais c'est par rapport à cette question-là, effectivement, toutes les personnes chez les Verts qui sont à fond dans le dogme sont pas forcément restées mes amies. Maintenant, c'est pour ça que je disais, il y a quand même des gens qui sont dans une réflexion et dans une prise de recul par rapport à ça au sein des Verts, et qui ne sont pas dans le dogme, justement. Mais vous, comment vous l'avez assumé personnellement, comment je l'ai assumé? J'étais déjà plus chez les Verts quand j'ai pris cette orientation-là. Donc, comment je l'ai assumé? C'était à l'époque, je fréquentais quelqu'un qui était chez les Verts, justement, et c'était un vrai sujet. C'était un peu compliqué, parce que c'est vrai que systématiquement, nos discussions qui tournaient autour de la politique, elles finissaient sur ce sujet-là, et systématiquement, ça clashait. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui est d'accord avec moi sur la question. Du coup, il m'a dit, c'est aussi simple que ça. Ouais, moi, ça m'a changé la vie, en fait. On change de fréquentation. Au final... Et par rapport au pro-nucléaire, côté... enfin, c'est comme un espion qui passe de l'Est à l'Ouest, quoi. Non, quand même. Non, parce que même par rapport au pro-nucléaire, moi, je suis toujours dans un esprit, dans un regard très critique aussi par rapport à ça. Donc, je suis pas... Déjà, j'ai arrêté l'engagement partisan parce qu'il y a ce côté justement dogmatique, quel que soit le parti politique, quelle que soit l'idéologie qu'on défend, qui me dérange. Et moi, j'ai besoin d'avoir cette liberté aussi de dire... non, je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas de solution, mais je ne suis pas d'accord avec ça, et je n'ai pas envie d'être dans une organisation qui me dit si tu n'es pas d'accord avec ça, tu dégages. Moi, je suis libre de penser comme je le pense, et j'ai plein de positionnements sur plein de sujets, enfin j'ai plein d'avis sur plein de sujets, et je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais m'enfermer dans une idéologie comme la plupart des gens le font, pour défendre une idée qui n'est pas la mienne, et comme la plupart des gens le font d'ailleurs, parce que si on veut gratter un petit peu sous la
la belle couverture qu'on vous donne. La plupart des gens qui sont dans ces organisations politiques, ils n'ont pas forcément toutes les idées, enfin, ils ne sont pas forcément, ils sont pas forcément d'accord avec toutes les idées qu'ils portent par le biais de ce parti, mais c'est comme ça que fonctionne un parti politique. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il est extrêmement délicat d'être dans la nuance? Vous étiez radical, parce que c'est le titre de notre entretien, Ouais. Radicalement nuancé, J'étais et radicale. vous incarnez ça, c'est-à-dire vous étiez radical, vous êtes devenu radicalement nuancé. J'étais radicale, j'aime bien dire j'étais radicale, j'étais surtout ridicule. Mais ouais, j'étais radicale sur la question et je suis devenue très nuancée, effectivement, radicalement nuancée, ça me va bien. Mais sur cette question-là et sur plein d'autres questions aussi, sur beaucoup d'autres sujets. Après, il y a des sujets sur lesquels j'étais très radicale et où j'ai pris du recul. Je ne sais pas si c'est lié au fait que je suis plus âgée aujourd'hui que quand j'ai commencé à militer ou si c'est parce que j'ai changé d'entourage aussi et que j'ai réfléchi aussi. Ouais, je pense que c'est une réflexion globale qui fait que j'en arrive aujourd'hui à ça. Ce qui était intéressant au Parti Pirate, c'est qu'il y avait cette volonté justement de... On était d'accord pour dire que... Déjà, on était d'accord pour dire qu'on pouvait ne pas être d'accord avec tous les points du programme qu'on portait. Et on était d'accord aussi pour dire qu'il y avait certaines choses sur lesquelles on ne savait pas. Et juste, on était capable de dire qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que quand on regarde bien dans les partis politiques aujourd'hui, quand vous écoutez quelqu'un qui représente un parti politique aujourd'hui, c'est difficile pour ces gens-là. Quand on leur pose une question, ils vont vous répondre. Et ils ne vont pas vous répondre, je ne sais pas, ils vont vous répondre quelque chose, même si c'est complètement n'importe quoi, ils vont vous répondre. Et en fait, c'est rare aujourd'hui, et je trouve que c'est dommage, c'est très rare aujourd'hui, les personnalités politiques qui vous disent « je ne sais pas ». C'est une bonne question, j'en sais rien. Et systématiquement, ils vont vous répondre, même si ils vont essayer de noyer le poisson, de vous faire une punchline, une petite phrase qui va vous faire rire sur le coup. Mais jamais ils vont être dans une position où ils vont être mal à l'aise avec la question ou juste vous dire « Ah bah en fait, je ne sais pas, je ne sais pas. » Sur la question des déchets, je ne sais pas. Dans tout un courant idéologique puissant, ancré à gauche chez les écolos, c'est une religion d'être anti-nucléaire. Ouais. C'est pas un outil, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais c'est globalement l'idéologie politique écologiste, c'est une religion. Enfin, c'est un ensemble de croyances qui amène à une réflexion qui parfois n'est pas très aboutie sur certains sujets de société. Et les écologistes, pour ça, ils sont dans un paradoxe permanent. Ils veulent absolument prendre le pouvoir, mais ils ne sont pas vraiment dans une position où ils pourraient prendre le pouvoir. Quand on regarde un peu les écologistes, ils se tirent systématiquement une balle dans le pied dès qu'ils commencent à atteindre un peu le pouvoir, en fait. Donc, oui, sur la question de l'énergie, ils ont un positionnement, pour moi, qui est plus de l'ordre du dogme que de la connaissance scientifique ou de la... C'est une croyance, c'est un peu dommage, c'est un peu du gâchis. Mais c'est comme ça en France, mais c'est pas comme ça dans tous les partis écologistes en Europe ou dans le monde. Il y a beaucoup de partis écologistes qui aujourd'hui revoient leur position sur la question nucléaire. C'est juste qu'en France, et puis dans beaucoup de partis, enfin dans beaucoup de pays du monde d'ailleurs, l'écologie politique, l'idéologie de l'écologie politique s'est construite sur le mouvement antinucléaire. Donc ils sont, c'est par essence, ils sont antinucléaires. Il y a, par contre, au sein même du parti des écologistes, il y a de plus en plus de personnes. Alors, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, je ne dis pas que c'est une majorité, clairement, ce n'est pas une majorité. Mais il y a de plus en plus de personnes qui questionnent ce positionnement d'antinucléarisme primaire, comme on pourrait le dire, qui est porté aujourd'hui par le parti. Mais c'est un parti qui, comme il est conçu à la base sur cette idée-là de lutte contre l'énergie nucléaire, c'est un parti qui pourra a priori pas changer d'avis, en tout cas dans sa structure, sur ce sujet-là. Vous avez eu des réactions violentes à votre Ouais. résolution? Ouais. J'ai des gens... alors, sur l'énergie, oui. Sur l'énergie, quand j'ai dit que le positionnement du parti politique dont je portais la parole à l'époque avait changé sur la question nucléaire, j'ai des personnes avec lesquelles je travaillais qui m'ont regardé de travers et qui m'ont dit « Ah !» Et ça a un peu enclenché une sorte de mise au banc de ce groupe de personnes, des écologistes globalement, où j'avais évolué pendant toute ma carrière et au bout d'un moment,
comme sur ce sujet-là, qui pour eux est par essence un sujet fondamental, j'étais pas du tout d'accord, enfin j'étais plus trop d'accord avec eux. Bah, du coup, cette nuance-là, elle a fait que j'en ai été un petit peu exclue. J'ai rencontré quelqu'un qui, lui, a bien dit qu'il était pro-nucléaire, il était chez les écologistes, lui, il a été viré des écologistes, carrément. Après, plus largement, sur l'idéologie globalement, sur la capacité même à parler avec d'autres organisations, avec d'autres partis politiques, avec d'autres personnes, ce que j'allais raconter. Une fois, je suis allée à une manifestation, je ne sais plus, ça devait être un 1er mai ou une manifestation, n'importe laquelle, enfin peu importe. Et je suis tombée sur des anciens collègues des écologistes, et moi j'étais avec mon drapeau du Parti Pirate, et donc je vais les voir et tout, puis on discute, et puis elle me dit, c'était une jeune femme qui était responsable, je crois qu'elle est toujours responsable en interne chez les écolos. Elle me dit alors comment ça se passe et tout, et je lui raconte ah bah tiens c'est marrant, cette semaine j'ai rencontré Cédric Villani. Alors à l'époque il n'était pas chez les Verts du tout. Et, le mathématicien. Voilà, c'est ça. Et il venait d'être élu député avec La République En Marche. Et enfin, il venait d'être élu, ça devait être pendant les élections municipales où il allait se présenter avec La République En Marche juste après. Et je dis, ah, j'ai rencontré Cédric Villani, bah, c'était cool, on a bien discuté et tout. Et elle me dit, ah, tu discutes avec ce genre de personne. Et elle a tourné les talons, elle est partie et on n'a plus jamais parlé pendant toute la manif. Donc je l'ai recroisée 2-3 fois et vraiment à chaque fois que j'étais plus proche ou quoi, elle s'éloignait. J'étais complètement pestiférée finalement parce que j'avais osé parler avec quelqu'un qui n'était pas dans son parti mais qui était dans un parti bien spécifique. Et donc voilà, donc c'est très... l'engagement partisan globalement est très particulier à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut être écolo et pro-nucléaire? Écologiste et pro-nucléaire. Moi, je me qualifie plutôt d'environnementaliste maintenant, parce que l'écologie en France, l'écologisme, c'est... Oui, enfin, on joue un peu sur les mots. Ouais, c'est... Là, on rentre dans l'hyper-spécialisation. Ouais. Ok, mais pour le commun des mortels, le profane que je suis et que je ne suis pas tout seul à être, est-ce qu'on peut oser, c'est presque un gros mot. Ouais. Bah, je sais pas. Je sais pas. On pourrait, peut-être, sans doute, il y en a probablement, mais il y a des partis écologistes qui se revendiquent de l'écologie, qui ont une idée qui n'est pas anti-nucléaire et qui est plutôt orientée pro-nucléaire. Mais c'est plus une question d'histoire de l'organisation et de l'écologisme à proprement parler dans notre pays qui fait que c'est compliqué de dire je suis écologiste mais je suis pro-nucléaire. Maintenant, être membre d'Europe Écologie Les Verts et être pro-nucléaire, non, ça on peut pas parce que c'est pas possible. Les textes du parti l'interdisent en fait. On ne peut pas être pro-nucléaire et écologiste. Vous êtes sur un chemin étroit, une ligne de crête. Vous essayez d'observer la réalité, le moindre mal, si je comprends bien, et d'être un peu pragmatique. Être pragmatique aux yeux de certaines personnes, c'est donc d'être de droite. Ouais. C'est pour la provocation. Ouais, mais c'est pas mon cas. Ce que je veux dire par là, c'est que par ailleurs, vous avez raconté une anecdote ou deux sur le camp écolo qui vous regarde un drôle d'air quand vous changez votre casquette. Mais alors en revanche, le lobby industriel pro-nucléaire et toute cette structure industrielle en France pro-nucléaire et qui fabrique de l'énergie nucléaire a dû vous accueillir comme un transfuge de la grande époque et vous proposer, mais vous êtes notre plus bel atout. Comment ça se passe? Il y a aussi là venez travailler chez nous, on va vous offrir un pont d'or. Pas du tout. En plus, pas du tout. C'est marrant parce qu'on parle du lobby nucléaire à chaque fois. Il n'y a pas vraiment de lobby nucléaire. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas organisé ni rien. Par contre, il y a un lobby écolo. Ça, clairement, il y en a un. Et il est assez violent et assez virulent si vous n'êtes pas d'accord avec. Mais le lobby nucléaire, enfin, le lobby écolo, c'est Greenpeace, hein, globalement. Et Greenpeace, ils sont très... très durs. Ils sont très violents et très durs sur les réseaux sociaux et sur le terrain aussi.
le lobby nucléaire, j'ai plutôt envie de parler de l'industrie nucléaire. J'ai eu des échanges avec eux, effectivement. J'ai été approchée par Orano, justement, j'en parlais, où ils m'ont proposé de rentrer dans un comité d'experts externes pour donner un avis ou donner un regard sur des situations conflictuelles dans lesquelles ils sont. Je ne suis pas du tout payée, je suis juste invitée régulièrement, je suis invitée 2 fois par an à donner mon avis sur des situations de conflits qu'ils ont sur le terrain. Pour leur permettre de prendre un peu de recul sur ce conflit et peut-être de trouver des arguments ou de trouver des techniques de parade pour éviter de se retrouver bloqué dans la construction de certains sites ou dans justement même le contraire, dans l'évacuation de certains sites. C'était le cas aussi à un endroit où ils voulaient évacuer, ils voulaient enlever toute l'énergie nucléaire et puis il y avait une grosse opposition localement où ils ne voulaient pas du tout qu'il y ait une évacuation qui soit faite parce que c'est dangereux. Mais en fait, non, c'est justement, ils voulaient faire ça bien, mais avec l'opposition, ils étaient ralentis. Et donc, en fait, ils m'ont fait venir dans ce groupe-là parce que, justement, j'ai ce regard-là d'ancienne militante anti-nucléaire et que ça leur permet d'avoir un point de vue du terrain, d'une personne qui a été dedans. Moi-même, je me suis retrouvée dans des manifestations où je suis allée sur le terrain contre l'énergie nucléaire en disant « Ouais, c'est pas bien, il y a de l'énergie nucléaire, là, ça va pas et tout. » Mais je savais pas trop ce que je faisais à l'époque. Et je regarde mon ancienne moi avec beaucoup de bienveillance parce que j'étais jeune. Mais du coup, oui, quand je travaille avec eux, quand je discute avec eux, c'est vrai qu'eux, ils sont dans leur dynamique industrielle, de réussite des objectifs, de réussite des chantiers et tout ça. Et ils ont face à eux des oppositions qui sont parfois justement complètement irrationnelles sur des questions qui sont pas du tout pas du tout des sujets pour eux. Et donc, ils ont besoin d'avoir ce regard-là. Enfin, ils apprécient ce regard-là. Mais je fais ça gratuitement. Je ne suis pas payée. Ils me payent un resto. Un resto une fois par an. Et c'est tout. Et en fait, ça s'arrête là. Donc, j'ai pas de travail dans le lobby nucléaire, j'en ai pas encore, peut-être ça viendra, je ne sais pas, mais j'ai pas de travail dans l'industrie nucléaire et je suis pas lobbyiste dans ce domaine-là et j'ai pas été approchée par un lobby plus qu'un autre à ce niveau-là. Donc en fait, j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas de lobby nucléaire au moment où justement j'ai pris cette position, ou alors il n'est pas du tout organisé, clairement. En tout cas, moi je le vois pas, je l'ai pas vu à mon niveau. Il y a forcément des lobbyistes, comme dans tous les domaines, il y a des lobbyistes, mais il y a des lobbyistes pour l'énergie nucléaire, il y a des lobbyistes contre l'énergie nucléaire, il y en a dans tous les domaines. Greenpeace, ils servent à ça aussi, donc ils sont là pour ça. Pour terminer, quand on voit la décision des Allemands, la décision des socialistes français de lancer un plan de dénucléarisation de la France, et puis après le revirement d'Emmanuel Macron, qui a suivi ce dogme, puis a changé d'avis, ça en dit long sur le sorte d'aveuglement idéologique par rapport au réel, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dans un camp comme dans l'autre. Et ça pose une question en même temps, ce n'est pas tout à fait la même, mais sur la question de l'utopie. Parce que seule finalement l'utopie permet de faire changer les choses. Et c'est peut-être la radicalité justement qui permet de faire changer le monde. Si on est trop pragmatique, rien ne change. Est-ce que votre nuance à vous, votre revirement et tout ce que vous venez d'expliquer, quel regard vous portez sur ces questions-là ? C'est le Parti socialiste en France, ils étaient quand même très, très influencés par des accords politiques avec les écologistes. Et la fermeture de Fukushima, c'était un choix très politique. Un choix de Fessenheim. Effectivement, pardon. Donc la fermeture de Fessenheim, c'était un choix politique. C'était lié à une alliance politique entre les écologistes et les socialistes pour les élections de 2012. Et ça a découlé de ça, en fait. Il n'y avait pas de réelle volonté, je pense, du Parti socialiste en vrai. Enfin, le Parti socialiste, on parlait de girouette tout à l'heure. Le Parti socialiste, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont de moins en moins la confiance des gens, c'est qu'ils sont quand même beaucoup dans le sens du vent. Ils changent beaucoup d'avis sur plein de sujets. Et sur la question nucléaire, ils ont changé d'avis alors qu'ils étaient quand même pas mal pro-nucléaire à l'époque de François Mitterrand, justement. Et ils ont quand même changé d'avis sur ce sujet-là plutôt récemment. Et puis là, je crois qu'ils sont un peu... en ce moment, ils ne sont pas clairs sur cette question-là. Je ne les vois pas très clairs sur cette question-là.
En Allemagne... Et sur la question entre le débat entre l'utopie qui seule peut faire avancer les choses et le pragmatisme qui est ancré dans le réel. Oui. Alors c'est un peu théorique et philosophique, mais... Bon. Oui, c'est très philosophique. En fait, oui, on a besoin d'utopie pour avancer et pour changer les choses globalement. Mais il y a un moment, enfin, je pense que dans une situation de crise, on peut se permettre toujours d'être utopiste. Bien sûr, on peut se permettre d'envisager qu'un jour on aura la paix et que tout le monde s'entendra merveilleusement bien et qu'on sera tous heureux dans sur notre merveilleuse planète. Quand ils seront tous partis sur Mars, comme ça on sera tranquille. Et puis l'utopie, ça permet aussi justement d'envisager le voyage sur Mars pour certaines personnes qui rêvent d'y aller. Mais c'est vrai que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec la crise dans laquelle on est aujourd'hui, enfin les crises qu'on est en train de traverser aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de pragmatisme aussi. On a besoin d'avoir les pieds sur terre et de réfléchir aux solutions qu'on a à notre disposition aujourd'hui sans s'imaginer que demain on va trouver une solution miracle pour produire de l'énergie en grande quantité. Parce que ça, c'est le rêve écologiste aujourd'hui. Le rêve écologiste, quand je dis écologiste, je dis bien Europe Écologie Les Verts, enfin les écologistes maintenant. Leur rêve à eux, c'est oui, on va trouver une énergie miracle qui va demain nous donner plein d'énergie d'un coup. Je pense que l'hydrogène, c'était un peu dans cette dynamique-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ce miracle. Cette magie, elle n'existe pas encore. Et aujourd'hui, on a des choses à notre disposition. Et donc, compte tenu de la situation, de l'urgence climatique, qui sont les premiers à marteler en plus, hein, c'est les premiers à dire il y a une urgence climatique, il y a une urgence climatique. Compte tenu de cette urgence-là, il faut qu'on se serve de ce qui est à notre disposition, qu'on mette tous les moyens de notre côté pour justement aller de l'avant et pour lutter contre cette crise qu'on est en train de traverser, la crise climatique et la crise politique. Et la crise politique me fait plus peur aujourd'hui que la crise climatique, j'avoue. J'en suis arrivée là.